Bienvenue à tous sur Africa 24. Député à l'Assemblée nationale guinéenne et président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, RRD, Abdoulaye Kourouma, candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre, met en lumière dans cette nouvelle édition de l'interview spéciale présidentielle guinéenne les stratégies phares de son projet de société axé sur la justice, la formation et l'emploi. Monsieur Abdoulaye Kourouma, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Vous êtes candidat pour la deuxième fois à l'élection présidentielle sous les couleurs du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement. Comment comptez-vous convaincre que votre candidature incarne une véritable alternative dans ce scrutin? Je pense que nous avons une histoire politique, une histoire administrative, une histoire d'engagement pour notre patrie. Et le patriotisme que nous incarnons avec tout ce que nous avons comme acquis en matière d'expérience au Parlement, dans l'administration, je suis convaincu que notre projet de société intéresse pour une fois de plus la population guinéenne, le peuple de Guinée, pour toujours continuer à, si vous voulez, développer notre pays, se battre pour la justice, le droit de l'homme et le bien-être de la population. À travers notre engagement pour la patrie, le patriotisme que nous incarnons, je suis convaincu que le peuple sait déjà qui est Abdoulaye Kourouma, surtout que ce n'est pas ma première fois d'être face à la population, mais puisque la conquête de pouvoir c'est-à-dire c'est une course de vitesse, c'est une course de fond, ce n'est pas une course de vitesse, je me dis que chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, le peuple se rend compte que le RRD est l'alternative crédible pour la gestion de notre pays à travers des actes que nous posons chaque jour. Votre projet de société met l'accent justement sur la justice, la formation, l'emploi. Comment envisagez-vous une réforme de la justice et garantir un accès à un emploi décent pour les jeunes? Vous savez, pour parler de la justice ou pour parler de l'emploi, il faut parler de l'investissement dans le pays. Il faut parler des conditions favorables à l'investissement. Et pour favoriser l'investissement, il faut crédibiliser la justice. Il faut rendre la justice indépendante, il faut rendre la justice équitable. Pour moi, lorsqu'il y a la justice, lorsque l'investisseur n'est pas menacé à travers la corruption, les détournements, lorsque l'investisseur se rassure qu'il y a une justice équitable dans votre pays, l'investissement devient facile. Et lorsqu'il y a de l'investissement, ça crée obligatoirement de l'emploi. C'est pas d'investissement, pas de création d'emploi. Et pas de justice, pas d'investissement. Et pour parler de l'emploi, il y a un minimum de formation qu'il faut avoir. Donc, on se dit que la formation est une priorité lorsque la justice est équitable. Parce que l'indépendance de la justice crée forcément de l'investissement. Et l'investissement crée forcément de l'emploi. Et l'emploi nécessite un minimum de niveau de formation. Voilà un peu ce que nous comptons vendre comme projet de société. Si vous voulez parler de la justice, surtout la justice pour tous, la justice sociale, cela traduit même dans la distribution des ressources. Admettons que le projet Simandou, nous avons 15% de projet Simandou. On dit les 15%, c'est pour la Guinée. Mais les riverains qui sont autour de Simandou, je vais parler de Bela Kerewani, et ils subissent la dégradation de l'environnement. Ils subissent ce que vous appelez l'exode, c'est-à-dire l'affluence
des autres Guinéens et les compatriotes africains et étrangers qui sont dans les localités. Ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin des hôpitaux, ils ont besoin des routes. Si vous voulez la justice sociale et équitable, pourquoi ne pas les 15% qui est destiné au pays, ne pas prendre un autre 20-15% là-bas pour développer le corridor de Simandou? Parce que cette population subit tout ce que vous, vous voyez dans le cadre de l'environnement, la dégradation de l'environnement, l'affluence de la population. Parce que si vous recevez beaucoup de monde, chacun vient avec sa maladie, l'eau est polluée, donc ça nécessite de les trouver de l'eau, des hôpitaux, et ainsi de suite. À ce niveau, la justice sociale n'est pas équitable parce que vous subissez la dégradation de l'environnement. Vous allez accueillir beaucoup de monde, d'autres ont des maladies transmissibles. Il faut forcément qu'il y ait un cadre de santé idéal pour cette population. Et qu'est-ce que vous proposez? Là, nous proposons que la justice soit équitable à ce niveau et que la population qui subisse tous ces effets collatéraux dans le cadre d'extraction de bauxite de fer sur le corridor de Simandou, que ceci au moins soit établi dans leurs droits en respectant le contenu local, en les dotant des électricités, de l'eau, de routes, des écoles, de centres de santé. Donc, sur ce, lorsque nous avons la commande du pouvoir, la justice sociale sera appliquée à ce niveau. Parce qu'ils subissent, et les autres viennent se procurer de l'argent pour aller développer ces jeux. Moi, je pense que les 15%, on doit prévoir un montant dans ce 15% pour destiner au développement du corridor dans tous ces cadres des infrastructures sociaux de base, comme l'école, l'eau, les hôpitaux, ainsi de suite. La lutte contre la corruption, qui reste un pilier essentiel en Guinée, comment envisagez-vous justement d'éradiquer les détournements de fonds et garantir l'intégrité de l'administration? Moi, je pense qu'il faut créer un haut commissariat de lutte contre la corruption pour pouvoir vraiment essayer de veiller sur l'investissement et l'avoir des gens. J'en ai expérimenté en tant que vice-président du réseau panafricanisme international. Il y a un pays dont j'étais le nom, euh, avait décidé, un pays aussi en transition, avait décidé de lutter contre la corruption et de travailler pour récupérer des avoirs volés de l'État. Moi, je les ai conseillés de recruter d'abord un cabinet qui va essayer d'évaluer les gens qui ont occupé des régies et des fonctions stratégiques. Il fallait lister les avoirs de chacun, leur salaire et leurs avantages, le nombre d'enfants, pour voir est-ce que ce ils l'ont obtenu de façon juste ou c'est sur des faits de corruption ou autre. Donc, nous allons créer des systèmes qui vont vraiment empêcher des gens à voler. Et même si tu voles, un système sera là pour récupérer et prouver que tu as volé à travers tes avantages et les revenus, soit le salaire et les charges que tu disposes comme charge familiale. Parce que quelqu'un qui est payé à 10 millions, il a une famille à nourrir, il a de l'électricité à payer, il a de l'eau à payer, il a les enfants, il a la scolarité des enfants à payer. Donc, s'il a 10 millions par mois et il a des avantages qui avoisinent 200, 300 millions par an, il ne peut pas me dire qu'il peut se procurer d'une villa de 1 million de dollars en moins de 2 ans. Donc, il y a beaucoup de choses quand même. On a beaucoup de mécanismes pour lutter contre la corruption. Monsieur Kourma, la cohésion sociale reste essentielle en Guinée. Comment comptez-vous réconcilier justement les différentes composantes du pays et renforcer le sentiment d'appartenance nationale? Non, il n'y a pas de problème entre les communautés. Il y a un problème politique, il y a une volonté politique qui utilise cette carte de communautarisme. Au fait, à ce niveau aussi, c'est la justice qui ne joue pas son rôle. Sortez tout de suite, vous prenez votre argent, vous partez au marché, vous allez vous diriger vers la boutique d'un Diallo ou d'un Camara ou d'un Kourouma. Vous allez tout de suite échanger. Et il n'y a aucune grande famille en Guinée
qu'il soit Soussou ou Malinké, qu'il n'y a pas un métis dedans. Ça n'existe pas. Moi, dans ma famille, tu vas voir, il y a une femme Peul qui a fait des enfants pour mon frère, ou tu verras une femme Soussou, il a fait des enfants pour un Peul, un Malinké, et ainsi de suite. La Guinée c'est-à-dire, la Guinée est un pays cosmopolite. Malgré les divergences de dialectes, il faut se rassurer que nous vivons dans l'harmonie. Et tu ne trouveras aucune famille en Guinée où tu ne vois pas un enfant métis. Soit son père est Peul, sa maman est Malinké, et ainsi de suite. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont les leaders politiques qui jouent sur la carte ethnique. Et c'est ce qui fait le problème. Dire qu'ils ont été au pouvoir pendant telle année, il faut nous aussi. Donc, ils enseignent cette stratégie politico-ethnique qui fait que le monde extérieur pense qu'il y a un problème en Guinée. Mais tout ce que vous voyez aussi comme mouvement dans les pays, il y a de ceci, il y a de cela, vous êtes des journalistes d'investigation. Vous connaissez mieux que moi. Moi, personnellement, en tant que panafricain, je me suis intéressé aux problèmes africains, des mouvements qui se passent en Afrique, dans le cadre des droits de l'homme, de ceci, de cela. Une fois, j'étais dans une institution souvent qui reçoit des rapports sur des questions de violences faites aux femmes, les cas des droits de l'homme, les crimes et ceci, cela. Sur mon pays, j'ai eu accès à 167 rapports. 167 rapports qui parlent de l'injustice, qui parlent de tueries, qui parlent de la violence faite aux femmes. Chaque ONG, je me suis intéressé à la crédibilité des personnes qui dirigent ces ONG et l'ONG même. Vous savez ce que j'ai retrouvé? Généralement, c'est les gens qui sont derrière ces ONG qui démarrent l'exil politique, qui font... C'est-à-dire, et ils n'ont pas leur intérêt lorsqu'il y a la stabilité. C'est si actif aussi, cette fibre ethnique. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, sur 167 rapports, j'ai fait ce qu'on appelle... j'ai pris les échantillons. J'en ai pris une vingtaine. Mais je peux vous rassurer, sur des 20 que j'ai sélectionnés comme échantillons, ceux qui étaient derrière ces ONG qui déposaient des rapports sur mon pays étaient des gens que je connais en Europe, dont ils n'ont pas d'autre activité si ce n'est pas chercher des visas ou de l'exil c'est-à-dire ils sont dans l'immigration, mais professionnalisés à travers ces ONG. Monsieur Abdoulaye Kourouma, nous aurons l'occasion justement de débattre de cette partie dans la deuxième partie de notre émission, juste après la pub. Retour sur ce plateau pour l'interview spéciale élection présidentielle et notre invité est le candidat du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, Abdoulaye Kourouma. Dans cette deuxième partie, justement, nous traitons de la représentativité des femmes. Quel engagement précis prenez-vous pour atteindre le quota de 50% adopté en 2009 malgré une population féminine représentant environ 52% de la population guinéenne et avec une représentativité des femmes d'environ 30%? Nous sommes en train de sensibiliser aussi des femmes pour s'intéresser à la politique et au développement de leur pays. Vous savez, avec la religion, avec nos coutumes et mestres, la femme souvent prend le dernier rang après l'homme. Mais nous sommes en train de sensibiliser les femmes que tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi a la capacité de le faire. Et là, nous sommes d'abord en phase de sensibilisation et d'intégration des femmes dans nos prises de décision. Et je crois que ça, ce n'est pas une couche de vitesse aussi, c'est une couche de fond, parce qu'il est difficile avec la religion, avec la culture, avec les coutumes. Généralement, peu de femmes vers chez nous, Afrique subsaharienne, finissent les études. Et à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, la famille, de façon traditionnelle, cesse d'abord un mari pour la femme. Et dès que la femme commence à faire des enfants, ça, il délaisse petit à petit la formation.
Donc, ça, chacun de nous, vous, les médias, nous, les leaders d'opinion, à sensibiliser les parents pour qu'on laisse d'abord les femmes étudier et montrer aux femmes tout ce que l'homme peut faire. La femme a la capacité de faire le double ou s'il faut le triple. Là, nous sommes dans la sensibilisation et on est dans la cooptation de peu de femmes qui pensent qu'ils peuvent aussi mieux faire que les hommes. Donc, pour moi, nous sommes en phase de sensibilisation et de formation. Et il faut les préparer mentalement, moralement. Il faut aussi sensibiliser les familles. Il y a 17 ans déjà chez nous, il y a de ces communautés chez nous. L'enfant est donné à partir de 17 ans, 18 ans au mariage. Donc, une fille déjà au mariage, il doit préparer, il y a des enfants. C'est pourquoi le taux d'analphabète, si vous voulez, au niveau des femmes est très élevé chez nous. Parce que la famille n'est pas impliquée dans la sensibilisation et il faut faire comprendre à la famille qu'il faut laisser les femmes étudier. Et nous sommes en train de faire ça et nous avons une équipe de sensibilisation. Nous avons des femmes, bien entendu, qui ne sont pas allées à l'école, mais on est en train de les montrer l'opportunité de laisser eux, leurs enfants, aller à l'école pour ne pas que les filles deviennent comme eux. Et la plupart ont compris, c'est pourquoi aujourd'hui, avec des ONG qui appuient l'État guinéen à promouvoir les petites filles, on est en train de les accueillir et les accompagner. 13,7 millions d'hectares de terres arables sont identifiés en Guinée et seulement 38% sont exploités. Comment comptez-vous soutenir l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et en faire une source de revenus viable pour les populations rurales? Il faut avoir une politique. Il n'y a pas de réforme sans mesure d'accompagnement. Et c'est vrai, dans les grands pays, l'agriculture est le moteur du développement. En économie, vous avez le primaire, le secondaire et le tertiaire, c'est-à-dire le commerce, l'industrie et l'agriculture. Mais vous savez que l'agriculture est un moteur de développement de tous les pays. Lorsque l'agriculture est développée, ça non seulement nous donne de l'espoir à aller vers l'industrie, et l'industrie nous amène dans le commerce. Ça veut dire que l'agriculture est un secteur stratégique et très important pour notre projet de société aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons des unités en matière de comptabilité qu'on appelle la classe 8, c'est-à-dire c'est des charges. Et on avait expérimenté quand j'avais l'accès à donner quelques conseils au président sortant de rendre productif l'armée. On avait créé une unité de production au niveau agricole. Il y avait même un chef d'état-major chargé de l'agriculture à l'époque à la présidence. Et on peut impliquer l'armée parce que moi, mon grand-père qui se trouve à Beila, précisément à Karala, quand tu lui donnes des tracteurs pour faire de l'agriculture, il a encore besoin de moyens pour acheter du carburant, ainsi de suite, entretenir des chauffeurs. Et les terres cultivables qu'on a, pourquoi ne pas exploiter les ressources humaines que nous avons dans les camps? Parce qu'on a des milliers de militaires. C'est vrai, nous ne sommes pas en temps de guerre, mais il n'importe que la tenue, aller au camp, revenir à la maison. Et ceux-ci peuvent être là pour nourrir la population en les impliquant dans le développement de notre pays. Les amener à se former dans le cadre de l'agriculture, dans le cadre de l'élevage et les exploiter sur des terres cultivables avec les moyens de l'État. C'est pas un peu paradoxal? C'est pas un peu paradoxal pour vous, un militaire qui se retrouve à cultiver la terre ou Il y a une unité chez nous qu'on appelle génie. Et leur spécialité, c'est faire les routes. Dans les autres pays, il y a des unités qui sont là pour faire la route. Ils peuvent compétir avec les entrepreneurs. Il peut y avoir des unités spécialement parce qu'il y a un problème d'abord de ressources humaines et un problème de moyens.
Cette question de ressources humaines, l'État ne peut pas donner les tracteurs et les carburants à la population gratuits. C'est pourquoi on avait créé des unités de production dans chaque sous-préfecture. Aujourd'hui, en Guinée, chaque sous-préfecture a 1 ou 2 tracteurs. Toi, le cultivateur, tu peux aller louer à 400 000, 500 000 pour aller labourer ton champ. Vous comprenez? Mais ça se trouve à un moment donné, le pauvre citoyen n'a pas d'argent pour acheter 100 litres de gasoil. Il n'a pas d'argent pour acheter 5 à 10 litres d'herbicide. Donc, ça fait que la production n'est pas là. Maintenant, si l'État s'engageait, parce que l'État se présente en 2 façons, soit l'État est gendarme, soit l'État est interventionniste. L'État est gendarme lorsqu'il laisse chacun faire dans son domaine, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, le commerce. Mais si ça ne va pas, l'État devient interventionniste. L'État elle-même intervient dans ses actions. Il y a une possibilité que l'armée joue le double rôle, le développement et la défense du territoire national. Un militaire qui se rend au camp, il s'assoit durant toute une journée sans être dans un bureau, parce qu'au niveau de l'armée, s'il y a 1000 personnes, il n'y a pas plus de 100 qui sont dans les bureaux. Maintenant, s'ils sont formés dans le cadre de l'agriculture, nous avons déjà les ressources humaines de qualité et disciplinées. Et nous avons des terres cultivables. Il s'agit juste de mettre les moyens à leur disposition. Ceux qui sont en train de cultiver, le riz qui sera récolté, les cacao, le maïs qui sera récolté, peuvent même être vendus pour entretenir l'armée et nourrir la population. Il y a un problème de ressources humaines. Ces ressources humaines, c'est déjà l'armée. Il faut juste les former. Ils sont déjà structurés et disciplinés. Au lieu de distribuer de l'argent à des populations dont l'encadrement et la coordination n'est pas facile. C'est une proposition de notre parti, c'est-à-dire utiliser déjà des entités structurées et organisées pour nous aider à lutter contre la famine et à nous aider à atteindre l'autosuffisance alimentaire, et tout en les faisant accompagner par les moyens de l'État. Monsieur Abdoulaye Kourouma, quel est le message que vous adressez aux électeurs guinéens afin qu'ils vous accordent leur confiance ce 28 décembre? Je demande aux électeurs de me faire confiance et de croire à notre projet de société, à notre engagement. Notre patrie, c'est notre vie. Et nous allons travailler pour que la Guinée reste aux Guinéens, l'Afrique reste aux Africains, et le développement, la cohésion sociale, la justice que nous cherchons, nous sommes l'alternative possible et crédible. Donc, j'ai fait un appel aux Guinéens de continuer toujours à nous faire confiance. Déjà, il y a une grande partie des Guinéens qui nous fait confiance, parce que ce n'est pas notre première fois. Nous avons élu les députés, les maires, et nous avons été aux élections présidentielles. C'est une deuxième fois aussi, nous tentons à briguer la magistrature suprême. Je leur demande encore de renouveler leur confiance, et ceux qui n'étaient pas avec nous hier, je leur tends la main de venir vers nous et de voter pour nous. Monsieur Abdoulaye Kourouma, candidat du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. C'est à moi de vous remercier. Merci à tous de nous avoir suivis. L'intégralité de cette interview disponible sur l'application MyAfrica 24 et sur toutes nos plateformes de diffusion.